La ménopause, c'est très peu étudié, du moins, ça l'est de plus en plus. Je l'ai dit dans une autre des vidéos, mais là, je vais vous partager un écran parce que je trouvais ça vraiment intéressant de, euh, de vous partager. Je suis allée vérifier, voir ici, là, ça, c'est pas PubMed, c'est notre façon d'aller vérifier les études scientifiques et regarder les premières études pour lesquelles on retrouvait le mot ménopause. C'est commencé, la première étude, c'était en 1940, ce qui n'est pas très loin dans le temps. Puis, il y a eu un intérêt scientifique plus ou moins grand jusque moitié des années 90. Dans les années 90, on a commencé à découvrir que ça pouvait être intéressant d'étudier la ménopause, puis il y a un intérêt vraiment plus grand là, depuis 2006 seulement. Fait que ça fait pas énormément d'études sur lesquelles se baser pour comprendre cette phase de la vie. C'est pas, j'allais dire, une problématique, mais en fait, c'est une phase de la vie des femmes. Tout le monde va y passer, certaines de façon chirurgicale, certaines avant d'autres. Puis, la loterie qu'on va tirer, c'est-à-dire le nombre de symptômes qu'on peut avoir, va varier d'une femme à l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une augmentation, durant le cycle menstruel, il y a une variation d'estrogène, de progestérone, FSH-LH, durant un pic de FSH-LH durant l'ovulation, qui ensuite, puis toutes les hormones redescendent pour les menstruations, et là, un nouveau cycle recommence. Tout ça vient qu'à se stabiliser un peu plus. Donc, il n'y a plus le pic de FSH-LH où est-ce qu'il y a à la ménopause. Il n'y a plus le pic de FSH-LH qui fait l'ovulation. Puis, il n'y a plus les menstruations. La façon de déterminer la ménopause, c'est de ne plus avoir de règles durant 12 mois. Donc, on est toujours capable de diagnostiquer la ménopause 12 mois plus tard. On peut dire, ça fait 1 an que tu es ménopausée parce que ça fait 12 mois que tu n'as plus tes règles. La période de périménopause peut compter tout autant de symptômes que la ménopause. Mais c'est surtout la périménopause où est-ce qu'il y a le plus de symptômes là, puis durant la première année. Les symptômes tendent à diminuer, mais reste que les femmes demeurent ménopausées. Maintenant, avec l'espérance de vie qui a augmenté, quasiment 1/3 de leur vie, où leur cycle menstruel est juste plus stable, ou est-ce qu'il n'y a pas de menstruation, mais les dames sont ménopausées, sans nécessairement garder tous les symptômes de périménopause et du début de la ménopause, mais il y a quelques symptômes qui sont maintenus, parce que pourquoi il y a des symptômes, c'est que l'estrogène, principalement, c'est l'hormone qui est la plus étudiée, parce que c'est celle qui diminue en grande partie. Il y a des hormones, il y a des sensors, des récepteurs à l'estrogène partout dans le corps. Il y en a au niveau du cerveau. Donc, le fait de changer la quantité d'estrogène qui monte au cerveau, ça va avoir un effet sur l'humeur. Ça va avoir un effet sur la régulation de la faim aussi au niveau du cerveau. Si on descend tranquillement au niveau de la peau, les bouffées de chaleur sont le résultat d'une différence. Il n'y a plus d'estrogène dans les récepteurs qui sont au niveau de la vasoconstriction, vasodilatation, au niveau du système circulatoire. Donc, le fait de devenir rouge, c'est parce que les petits vaisseaux sanguins vont se dilater. Puis là, il y a une sortie de chaleur aussi. Là, c'est la peau qui régule la température en très grande partie. Donc, c'est la différence au niveau du système vasomoteur va faire les bouffées de chaleur. Au niveau cardiaque aussi, il y a une différence parce qu'au niveau du sang aussi, il y a des récepteurs, puis au niveau de différents systèmes qui fait que la composition du sang, donc le cholestérol, le bon, le mauvais cholestérol va changer. Tout ce qui est contenu aussi, toute la régulation du sucre dans le sang va changer aussi. Donc, il y a différents facteurs qui font qu'au niveau du cœur, il va y avoir une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. La tension artérielle va être changée aussi pour certaines personnes. Là, je dis tous les symptômes possibles. Puis, ensuite, si je continue au niveau des os,
il va y avoir une différence parce que ça augmente le risque d'ostéoporose parce que tout le calcium qui est dans les os va être plus utilisé que ce qui va être déposé. Donc, il y a toujours un turnover là, des cellules dans tout le corps, mais dans les os aussi. Donc, le calcium va être plus retiré qu'il va y en avoir, qui va être déposé dans les os. C'est pour ça qu'on augmente les risques d'ostéoporose. Si je fais le tour, au niveau des organes génitaux, il y a une différence aussi. La libido peut être changée clairement parce que c'est les hormones sexuelles qui font une différence au niveau de la libido. Et aussi des organes génitaux. Donc, les seins vont avoir une différence dans la fermeté des seins. Aussi, la fermeté, ça fait drôle à dire peut-être, mais au niveau des organes génitaux, il va y avoir une sécheresse vaginale qui peut s'installer, qui est normale aussi. Donc, il y a plein de changements qui viennent s'opérer. Et je termine avec le tissu adipeux, puis ça va être là où on va s'en aller pour le reste de cette courte présentation. Le tissu adipeux, c'est pas juste un organe qui stocke. Il est en communication avec le reste de l'organisme. Puis, il y a des récepteurs à l'estrogène au niveau du tissu adipeux. Qui, en fait, il y a 2, sinon 3 là, types de tissu adipeux. Il y a celui qui est sous-cutané, qu'on retrouve là, sous la peau, qu'on peut pincer avec les doigts. Donc, sous-cutané, sous la peau, qui ont des récepteurs à l'estrogène qui sont différents de ceux qu'on retrouve au niveau, je me touche le ventre, là, au niveau abdominal. Puis aussi ectopique. J'avais commencé à expliquer ça dans une autre des vidéos, des tentatives que j'ai faites. Le gras qui est ectopique, vous avez peut-être déjà entendu le terme grossesse ectopique qui se fait là, dans les trompes de Fallope. C'est une grossesse qui se fait à un endroit où elle ne devrait pas se faire, physiologiquement parlant. Donc, le mot ectopique veut dire là où ça ne devrait pas être. Donc, le gras ectopique, c'est au niveau des muscles, au niveau du foie. Donc, c'est pas des endroits où, naturellement, le corps aurait tendance à stocker des gras. Mais certaines personnes, génétiquement parlant, s'ils prennent du poids, vont prendre du poids au niveau ectopique, dans les endroits où ça ne devrait pas, au niveau viscéral. Puis, les femmes, en général, ont tendance à prendre le gras au niveau sous-cutané. Puis, les récepteurs à l'estrogène ne sont pas les mêmes pour les gras sous-cutanés versus les gras abdominaux. Avant la ménopause, comme je viens de le dire, les femmes ont tendance à prendre du gras surtout de façon sous-cutanée. Et ça, c'est l'endroit où ça devrait être, c'est-à-dire que ça ne cause pas de problème pour la santé d'emmagasiner des gras au niveau sous-cutané. Avec la différence qui est opérée dans les hormones durant la ménopause, les femmes deviennent un petit peu plus comme des hommes selon leurs hormones. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le cycle hormonal, il n'y a plus l'augmentation importante d'estrogène. Donc, les femmes ont tendance à accumuler des gras, surtout au niveau intra-abdominal. Avant, comme j'ai dit, il y a des récepteurs à l'estrogène qui font que tant qu'il y a de l'estrogène, il n'y aura pas nécessairement de gras qui va s'installer au niveau au niveau viscéral, mais avec le changement, là, ça vient s'installer au niveau viscéral. Puis, cette différence-là, c'est la principale différence qu'on remarque au niveau de ce qui se passe avec la ménopause. On a utilisé des petits rats, en fait, des petites rates, si on veut. Je pense que c'est le féminin de rat. Puis, on a induit une ménopause forcée ou chirurgicale. C'est-à-dire qu'on a enlevé la sécrétion d'estrogène, puis on a regardé avec le temps, parce que leur durée de vie, elle est vraiment moins grande que l'humain. Donc, on est capable de voir plus rapidement qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça qu'on utilise des rats dans les laboratoires. Puis, on aura enlevé la sécrétion d'estrogène. Puis ensuite, on leur en a redonné médicalement parlant. Donc, on a injecté de l'estrogène dans leur système pour voir qu'est-ce qui se passait avec les rats qui n'avaient pas d'estrogène versus celles qui avaient de l'estrogène.
Puis, ce qu'on a vu, c'est justement que celles qui n'avaient pas d'estrogène avaient tendance à accumuler des gras, surtout intra-abdominal, versus lorsqu'on réinjectait de l'estrogène, le gras sous-abdominal, intra-abdominal était moins présent. J'ai posé une question dernièrement aussi concernant le gain de poids avec l'âge. J'y avais répondu, là, pour s'il y en a peut-être certains d'entre vous qui avaient entendu la réponse. En fait, c'est normal dans le sens où c'est ce qu'on voit dans la population en général. Mais surtout chez la femme, on voit une augmentation de la prise de poids principalement durant la période de la ménopause. Puis les raisons sont, pour la population en général, prendre du poids est synonyme de modification des habitudes de vie. Ça vient parfois avec la retraite, avec d'autres blessures, avec des blessures, avec certaines maladies qui peuvent s'installer, avec la charge de travail qu'on peut avoir ou avec, comme je disais, la retraite. Donc, ça vient avec un changement des habitudes de vie, mais aussi une petite diminution du métabolisme corporel, c'est-à-dire l'utilisation des substrats énergétiques, donc lipides, glucides et gras. Ça, c'est nos substrats énergétiques, c'est ce qu'on utilise pour faire de l'énergie, puis utiliser cette énergie-là pour bouger, pour faire nos activités de la vie quotidienne, pour survivre aussi, là, faire battre notre corps et tout. Donc, notre métabolisme tend à diminuer avec l'âge, mais il y a une grande partie qui est comportementale avec le gain de poids qu'on voit avec l'âge. Mais la coupure qu'on voit principalement avec la ménopause, c'est lié aussi à la diminution de l'estrogène. Ce qui se passe, c'est que, comme je reviens à mon exemple de rat qu'on a utilisé, bien, on voyait non seulement qu'il y avait une augmentation quand il n'y avait plus d'estrogène, on voyait une augmentation du gras intra-abdominal et quand on redonnait l'estrogène, on voyait moins de gras abdominal. Fait que ça, c'était pour la composition corporelle. Mais on voyait aussi chez les rats qui n'avaient plus d'estrogène une prise de poids qui était plus grande aussi versus lorsqu'on redonnait de l'estrogène en laboratoire à nos petits rats. Ça, on fait ces études-là pour comprendre des mécanismes. Ce qu'on voyait, aussi, c'était la tendance chez les rats qui n'avaient plus d'estrogène à augmenter leur rapport énergétique. Donc, spontanément, ils avaient tendance à manger plus et spontanément, leur dépense énergétique aussi était moins grande. Puis ça, on s'entend, là, c'est pas à cause des annonces à la télé puis qu'on a tendance à manger le soir ou c'est des rats en laboratoire. Donc, c'est pratiquement 100% physiologique. Puis ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tu sais, de plus en plus, on vous dit votre dépense énergétique, votre apport énergétique est contrôlé par votre cerveau. Ça ne veut pas dire que ça se passe juste dans ta tête. Ça, je l'entends souvent. C'est qu'il existe des mécanismes physiologiques qui sont en interaction avec le cerveau et qui font que notre apport énergétique spontané, c'est-à-dire inconscient, elle est changée. Et notre dépense énergétique spontanée, tu sais, les gens là, qui ont tendance à shaker de la pâte ou à toujours être en activité, bien, cette activité physique-là spontanée, lorsqu'on enlève l'estrogène à la ménopause, vient qu'à être diminuée aussi. Et c'est encore une fois quelque chose qui est inconscient. Là, vous allez me dire, ouais, mais s'ils ont donné de l'estrogène aux petits rats, ça veut dire que moi, je pourrais prendre une médication, je pourrais prendre de l'estrogène, puis ça réglerait mon problème. Attendez un peu. Je parle de rats en laboratoire où on a injecté une substance pour comprendre le mécanisme. Moi, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas pharmacienne, je ne suis pas spécialiste dans tous les produits qui sont disponibles en ce moment pour pallier la ménopause. Puis je ne connais pas votre condition particulière à vous non plus. Je ne suis pas là pour dire prenez de l'estrogène, tout va bien fonctionner. Ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on utilise ça pour comprendre des phénomènes physiologiques. Maintenant, est-ce que les doses sont les mêmes? Alors, on parlait de rats aussi, on ne parlait pas d'humains. Est-ce que les doses sont les mêmes? Est-ce que les molécules
sont les mêmes? Est-ce que les modes d'injection sont les mêmes aussi? Donc, il y a différentes, c'est là, je parlais d'injection, mais il y en a qui sont, par exemple, des patchs qui peuvent être prises. Ça, c'est une transmission qui est cutanée versus si c'est avalé, si c'est injecté. Donc, il y a énormément de différences. Il ne faut pas sauter à la conclusion que la pharmacologie est la solution. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous faire comprendre que c'est étudié, c'est démontré. Il y a prise de poids en moyenne. Chez la femme, on parle d'1 livre par année durant la période de transition vers la ménopause. C'est des moyennes. Rappelez-vous, là, je vous ai déjà montré l'indice de masse corporelle puis la distribution de la population. Certains vont réagir fort, fort, fort. Certains vont réagir pas du tout, puis ça ne changera pas grand-chose dans leur vie. Donc, la période de la ménopause est la période, style dans la une, où on ne peut pas se comparer à personne parce qu'il y en a qui vont avoir plein de symptômes, il y en a qui n'en auront pas, il y en a qui vont avoir des bouffées de chaleur, mais ils ne prendront pas de poids, il y en a qui n'auront pas de bouffées de chaleur, vont avoir sécheresse vaginale, vont prendre du poids, vont prendre pas. Tu sais, toutes les possibilités sont là, existent, et chaque femme va réagir différemment. Comme je vous ai montré, c'est depuis 2006 l'intérêt marqué pour l'étude de la ménopause. Donc, on n'a pas énormément d'études, malheureusement, pour avoir une tête, pour se faire vraiment un consensus puis comprendre ce phénomène-là. L'intérêt est toujours grand aujourd'hui en recherche. Donc, on a de plus en plus d'études à chaque année qui nous permettent de tirer des conclusions. Mais pour l'instant, c'est encore un peu gris, là. Puis même, il y a un débat sur l'utilisation ou pas, qui est toujours pas réglé, l'utilisation ou pas de pharmacologie pour régler les symptômes liés à la ménopause. Donc, voilà. Mais l'acceptation fait partie de la solution. Parce qu'on peut être toujours en train de se battre avec son corps. On peut faire comme si non, il ne devrait jamais y avoir de ménopause, puis que je ne serais jamais supposée, moi, de prendre de poids parce que mon voisin, pas mon voisin, hein, certain, ma voisine, parce que ma soeur, parce que ma tante, parce que je ne sais pas qui autour de moi n'a pas pris de poids, moi, je ne suis pas supposée d'en prendre. C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe. Un autre point aussi, c'est que les médicaments qui sont souvent donnés pour réguler les symptômes de ménopause, par exemple les antidépresseurs, certains sont reconnus pour faire prendre du poids aussi. Donc, est-ce que l'hormonothérapie fait prendre du poids, oui ou non? Certaines personnes, tu sais, il y a encore beaucoup de zones grises. Donc, il faut être gentil, avoir de la compassion envers soi. Là, moi, ce que je vous explique, c'est si vous prenez du poids lors de la ménopause, c'est pas votre faute, c'est pas parce que vous n'avez pas de motivation, c'est pas parce que vous n'êtes pas une bonne personne, c'est parce que physiologiquement parlant, il y a une diminution, un arrêt, en tout cas, une très bonne diminution d'estrogène dans votre corps. Vous êtes en train, des fois, il y a des pics, des fois, ça redescend, ça se stabilise, ça prend un certain temps avant que ça se stabilise, puis le corps est complètement débalancé. Puis, c'est ça qui se passe. C'est ça en ce moment. Ça ne veut pas dire que ça va être ça jusqu'à la fin de votre vie. Mais, une fois passée cette période de transition-là où on ne sait plus trop qu'est-ce qui se passe avec notre corps, puis on a de la difficulté à se comprendre, le brouillard passé ou la tempête passée il demeure quand même que le corps ne vient pas qu'à recréer de l'estrogène. Donc là, ça s'est stabilisé, parfait. Puis le nouvel équilibre est installé avec un taux d'estrogène qui est moins grand. Ce qui fait que les risques de maladies cardiovasculaires sont plus élevés, les risques d'ostéoporose demeurent plus élevés. Pas parce que les périodes de troubles est passées que certains risques ne sont pas, que ces risques-là vont être effacés. Donc, c'est important. Moi, comme kinésiologue, c'est sûr que je recommande aux gens de faire le plus possible d'activité physique. Puis, parce que, ben justement, ça permet de réguler, je ne parle pas du poids. Oui, ça peut donner un coup de pouce, mais pas pour ce qui est de la composition corporelle. C'est-à-dire,
Si je fais plus d'activité physique, je peux peut-être diminuer le poids qui va être pris, mais pas nécessairement non plus parce que, rappelez-vous, inconsciemment, et je le répète et je le souligne, inconsciemment, les gens vont avoir tendance à manger un petit peu plus puis à diminuer leur activité physique spontanée. Donc, de faire une séance de 30 minutes à tous les jours, ce que ça permet de faire, ça fait peut-être pas une grosse différence sur la balance énergétique, mais ce que ça permet de faire, par exemple, réguler l'humeur, d'avoir son temps à soi, dire je prends ce 30 minutes-là pour aller marcher, je mets de la musique dans mes oreilles, donc réguler l'humeur, peut-être aider un coup de pouce aussi sur le sommeil, diminuer la perte de masse maigre. Masse maigre, c'est les muscles. Fait que naturellement aussi, on voit une diminution de masse maigre qui est plus grand là, que ce qu'on verrait normalement juste avec l'avancement en âge. Mais à la période de la ménopause, il y a aussi une diminution de masse maigre qui est plus grande. Donc, malgré la ménopause et malgré l'avancement en âge, les muscles ne perdent jamais, 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 jamais leur capacité de s'améliorer. Ça veut dire que l'amélioration de la force pour pouvoir déplacer des meubles, traîner ses sacs d'épicerie, être capable de forcer sur des choses, oui, ça va décliner un peu avec l'âge, mais ça va décliner de façon moins grande si on continue à faire des poids, de la musculation, faire de la marche, à être actif, diminuer aussi la perte de flexibilité. Tout ça, c'est important aussi avec l'activité physique. Et ça va aussi diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, donc tout ce qui est des marqueurs dans le sang lipidiques comme le cholestérol dans le sang, le mauvais cholestérol, faire augmenter le bon cholestérol, les triglycérides, c'est des marqueurs que vous pouvez avoir après une prise de sang, la régulation du sucre dans le sang pour diminuer les risques de diabète. Donc, l'activité physique que vous allez faire à tous les jours va vous permettre de réguler ça. Est-ce que ça va diminuer, est-ce que ça va enlever les effets de la ménopause? Pas tant. La ménopause va se faire de toute manière, mais les symptômes, les conséquences de la ménopause peuvent diminuer. On m'a posé une question sur les douleurs liées à la ménopause. C'est une question, il n'y a pas énormément d'études que j'ai trouvées. En tout cas, j'ai regardé rapidement. Puis, généralement, l'activité physique, en général, ménopause ou pas, l'activité physique peut permettre de réguler davantage les sensations de douleur. Encore une fois, il faut travailler dans la limite acceptable. Si on va trop loin, que ce soit une douleur au dos, n'importe quoi, si on va trop loin dans l'activité physique, on va augmenter les sensations de douleur. Mais si on le fait dans je fais ça là, parce que c'est un range, là, une fenêtre qui n'induit pas plus de douleur à l'activité physique, mais ça va faire que notre fenêtre de douleur notre fenêtre où il n'y a pas de douleur risque d'augmenter tranquillement parce que nos capacités fonctionnelles vont être augmentées. On va avoir plus de force, donc plus capable de faire certaines activités qu'on n'aurait pas été capable avant. La douleur aurait embarqué avant d'être capable de le faire, par exemple. Fait que, généralement, en douleur, c'est comme ça qu'on travaille. Dans la fenêtre où on n'a pas de douleur pour augmenter nos capacités fonctionnelles. Et là, tranquillement, on est capable d'augmenter la fenêtre où il n'y a pas de douleur. J'aurais tendance à utiliser la même pratique pour ce qui est des douleurs qui sont liées avec la ménopause. Les deux facteurs pour lesquels on n'a pas vu d'amélioration avec l'activité physique jusqu'à maintenant, c'est les bouffées de chaleur et la sécheresse vaginale. Jusqu'à maintenant, les études qui ont fait faire de l'activité physique à des gens n'ont pas démontré d'effet positif. Donc, il y avait deux groupes, un groupe activité physique, un groupe sans activité physique pendant une période de temps, puis on regarde la différence entre les deux groupes plus tard pour voir s'il y a des améliorations. Jusqu'à maintenant, on ne voit pas d'amélioration pour sécheresse vaginale et bouffée de chaleur. Mais toutes les autres diminutions des risques de maladies chroniques, le diabète, ostéoporose, maladie cardiaque, régulation de l'humeur, on voit des bénéfices à l'activité physique. Donc voilà, j'ai fait pas mal le tour avec les points que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Sérieusement, posez-moi toutes vos questions, je vais y répondre dans les commentaires.
Puis je vous dis de rester aussi à l'affût. Je vais faire une annonce prochainement, là. J'essaye quelque chose de nouveau avec les services que je vais offrir. Donc, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vous dis restez à l'affût. Puis aussi, on est plus de 300 maintenant à être dans ce joli groupe qui me tient vraiment à cœur. J'ai pensé à vous durant mes vacances. Je cogite toujours à essayer de trouver quelque chose qui va être pertinent pour vous. Puis c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Puis votre bien-être, votre santé, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je trouve que d'avoir une option qui est différente de ce qu'on voit sur les médias sociaux où on joue sur la culpabilité, on joue sur le manque d'informations. Tellement, tellement. Les gens ne connaissent pas la perte de poids, ne connaissent pas grand-chose dans la physiologie, la psychologie, l'aspect social, l'aspect comportemental en lien avec le poids. Puis ils disent à peu près n'importe quoi qui font que les gens ont tendance à se sentir coupables s'ils n'y arrivent pas. Pour moi, ça me ça me fait vraiment de la peine, puis ça me frustre vraiment. C'est pour ça que je tiens absolument à pouvoir vous donner un coup de pouce. Puis je vous dis, si vous connaissez des gens, vous pouvez dans le groupe partager le groupe. Puis si ces gens-là peuvent être atteints, puis ça peut les aider, faites-le le plus possible. Pour moi, ça va être plus on répand les bonnes informations, mieux les gens sont capables de prendre soin d'eux puis de ne pas tomber justement là, dans les trappes des gens qui ne connaissent très peu le poids, la physiologie et l'être humain. Alors voilà, je vous remercie d'être là, puis partagez le plus possible. Bye bye, je vous dis à la semaine prochaine.